Merci. Merci beaucoup, Alex. Bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. Et effectivement, nous allons repartir en France au XVIIIe siècle avec, hop, voilà, avec des bras de lumière, et on va s'interroger sur la manière dont la lumière, l'éclairage plutôt, est organisé à cette époque-là. Alors justement, comme nous sommes le soir du solstice, eh bien, on commence avec un tableau de Jean-François de Troyes qui nous présente la toilette pour le bal. C'est un tableau qui se trouve au Getty Museum et qui date de 1735. Et sur ce tableau, en fait, on voit plusieurs types d'éclairage, plusieurs éclairages. Alors d'abord, une bougie qui est posée sur la toilette de la dame que vous voyez au milieu et qui est en train d'être parée. Vous voyez qu'on est en train de préparer sa coiffure. Les masques sont prêts à partir pour ce bal. Donc il y a un premier éclairage ici avec cette chandelle. Il y a un deuxième éclairage ici qui est monté justement sur des bras de lumière qu'on va évoquer, donc avec une bougie. Et puis, on en a une seconde ici qui va se refléter dans le miroir qui est juste derrière. Ça, c'est une caractéristique qu'on va trouver sur les tableaux, mais qui existe dans la réalité. Le fait de placer les luminaires près des miroirs ou de même placer des parties miroitantes, comme on verra tout à l'heure, derrière ces bougies, eh bien, ça va permettre de multiplier la luminosité. Et dans une époque où on s'éclaire finalement assez peu, où on est dans des atmosphères sombres, ce qui va bien avec les tableaux que nous avons déjà vus avec Marcia et Gonzague notamment, eh bien, voilà, le miroir va aider à multiplier un petit peu les sources lumineuses. Alors, on sait que, à Versailles notamment, le premier miroir qui a été placé au-dessus d'une cheminée pour refléter les lumières, c'était, pour l'appartement de Louis XIV en 1684. Donc c'est relativement, récent et on ne va pas s'intéresser à tous les bras de lumière évidemment, mais je vais vous en présenter un modèle tout particulier qui provient d'un bâtiment, qui a eu une histoire, longue et tortueuse et que vous connaissez forcément aujourd'hui. Alors ici, je vous présente le plan de Turgot, donc qui représente Paris en 1735. Vous avez ici la rive droite que l'on reconnaît avec le Louvre ici, donc la place Vendôme ici. Donc ça veut dire que par ici, on s'approche de l'ouest parisien. Vous avez les Champs-Élysées à cet endroit-là. Et donc, peut-être que vous voyez où je veux en venir. On va s'intéresser au bâtiment qui se trouve dans le prolongement de la rue Saint-Honoré, dans le faubourg Saint-Honoré. Vous le voyez, il est représenté donc sur ce plan de Turgot puisqu'il a été achevé peu de temps auparavant. C'est l'hôtel d'Évreux que vous connaissez aujourd'hui plutôt sous le nom de Palais de l'Élysée, voilà, nom qu'il a pris par la suite. Alors cet hôtel d'Évreux, il est construit eh bien, pour le comte d'Évreux, qui est Henri-Louis de la Tour d'Auvergne, et il le fait réaliser par son architecte Armand-Claude Mollet entre 1718 et 1720. On dit à l'époque que c'est un très bel hôtel particulier. Nous sommes situés vraiment juste à l'entrée de Paris et il y a d'immenses jardins qui, tout au bout, vont donner sur les Champs-Élysées. Donc sur le bas actuel des Champs-Élysées, hein, qui est cette promenade qui existe pour les Parisiens et qui rejoint ce qui va devenir la place Louis XV et qui permet ensuite de rentrer directement dans la capitale. Alors vous avez ici une vue de ces jardins et donc de l'arrière de cet hôtel d'Évreux. Cet hôtel d'Évreux change de main le 24 décembre 1753, il est acheté par Madame de Pompadour aux héritiers du comte d'Évreux. Madame de Pompadour l'achète à la fois parce qu'il présente une très grande qualité architecturale, mais aussi parce qu'il est situé donc aux portes de Paris
côté ouest, donc c'est plus pratique pour Versailles et pour les autres propriétés qu'elle possède, mais également parce qu'il y a de grands jardins et que, hem, pas très loin à l'intérieur de Paris se trouve le couvent où sa fille Alexandrine est pensionnaire. Donc tout ceci présente beaucoup d'avantages pour la maîtresse de Louis XV et elle va faire quelques transformations à l'intérieur de cet hôtel particulier, mais surtout, elle va le meubler. Alors aujourd'hui, de nombreux successeurs, ont, donc pris la suite de Madame de Pompadour. Il reste peu de décors, le bâtiment a été agrandi, il y a, des traces, du passage, hem, des, différents occupants, notamment au 19e siècle et même au 20e siècle, hein. Vous savez que les présidents, meublent, font refaire des espaces. Ici, je vous montre le salon dit Pompadour qui est installé dans l'ancienne chambre de, la marquise et vous avez, donc, sur les murs, voilà, des décors faits à l'époque de Madame de Pompadour avec, ces trumeaux et justement des bras de lumière qui sont accrochés. Vous voyez aussi que devant la cheminée, on a des candélabres, donc qui multiplient, même si aujourd'hui c'est l'éclairage électrique, qui multiplie, cet aspect lumineux. Dans sa chambre, Madame de Pompadour, va, meubler et va réaliser un certain nombre va faire réaliser un certain nombre de pièces et en particulier, un objet qui va nous intéresser, c'est le luminaire. Alors je vous la montre ici un petit peu plus tôt. On est en 1750, c'est un des premiers portraits réalisés d'elle par François Boucher et j'ai choisi de vous montrer celui-ci qui se trouve au musée du Louvre parce que vous voyez sur la droite sur ce petit clavecin, on a encore une fois des bras de lumière. Alors sur les autres portraits qu'on connaît d'elle, il n'y en a pas, donc j'ai choisi naturellement celui-ci et pour terminer sur, un peu cette historique des bras de lumière, voilà un petit peu de quoi, quel état on passe quand on est sous le règne de Louis XIV et puis au cours du XVIIIe siècle, on va développer un autre système. Donc avant l'arrivée de ce qu'on appelle le bras de lumière, vous avez en bas à gauche des plaques de lumière. Celles-ci, sont conservées au musée du Louvre. Elles sont datées assez précisément. On est entre 1669 et 70. C'est un orfèvre parisien qui s'appelle Pierre de Doublet qui les a réalisées en argent. Donc ce sont de très belles pièces avec, des décors floraux et puis, des figurines en relief au centre. Alors, la partie en argent à l'arrière, en fait, va refléter la lumière et puis au devant, vous avez vraiment le bras avec la bobèche ici qui va accueillir la bougie. Alors cette pièce-là en particulier, il y a des armoiries anglaises à l'arrière, mais qui ne sont pas identifiées, donc je ne peux pas vous en dire plus, que, ce, ces indications qu'on a déjà, donc une famille anglaise qui les aurait achetées entre 1669 et 1670 directement auprès de l'orfèvre parisien ou peut-être est-ce un cadeau royal puisque on sait que, il y a eu une ambassade anglaise, à ces dates-là à Versailles. Donc nous sommes, à la fin du règne de Louis XIV, toujours avec ces plaques de lumière et puis on retrouve Jean-François de Troyes pour ce tableau qui s'appelle «La lecture de Molière», qui est à Afton Hall en Grande-Bretagne et regardez près de la cheminée, vous avez ce bras de lumière cette fois-ci. Vous voyez la structure est complètement différente. Dans le bras de lumière, ce qui va compter, ce sont les bras qui sont vraiment séparés de la partie centrale et l'un des bras notamment va pouvoir passer devant le miroir pour créer cet effet de réflexion. Donc à partir du début du XVIIIe siècle et notamment dans le cadre du coup de la rocaille qui se développe avec, cette volonté d'être asymétrique, d'avoir des formes tournoyantes, eh bien on va préférer les bras de lumière qui vont s'avérer plus pratiques et plus décoratifs que les plaques que l'on faisait auparavant. Ce qui nous permet enfin d'arriver à cette sumptueuse paire de bras de lumière, donc réalisée pour la chambre de Madame de Pompadour dans cet hôtel d'Évreux que vous venez de voir. Ils sont réalisés, alors cette fois-ci pas en orfèvrerie, mais en porcelaine tendre de Sèvres et c'est une commande qui va compléter
une garniture de cheminée que nous allons voir un petit peu après. Donc elle reçoit ses bras de lumière entre 1760 et 1761. C'est un ensemble qui est, véritablement exceptionnel. Alors pas tout à fait unique puisqu'en fait ce modèle de bras donc avec, la partie qu'on accroche, vous allez la voir un petit peu mieux ici, la partie qu'on accroche au mur, vous voyez, ce sont, 2 palmes qui, se croisent. Ensuite, on va avoir des parties, de feuillage et des terminaisons en forme de petits glands et ces parties de feuillage s'épanouissent pour donner ces bobèches dorées à l'intérieur desquelles on va avoir la petite accroche, le binet pour les bougies. Alors, ce qui est exceptionnel ici, c'est que, on a un décor, en 3 couleurs, du rose, du bleu sombre et du vert et ces 3 fonds colorés, c'est vraiment la seule paire tricolore de ce style que l'on connaisse dans la production de la manufacture, de Sèvres et à ces 3 couleurs rose, vert, bleu, vous rajoutez les filets dorés. Alors, le rose de Sèvres, c'est une couleur bien particulière qui est très technique à réaliser et ce fond couvrant de rose, il apparaît, peu de temps auparavant puisqu'il est mis au point par, le peintre de porcelaine liégeois Philippe Crouer qui travaille pour la manufacture de Sèvres et il le met au point en 1757 et l'année d'après, on a les premières porcelaines sur rose que Louis XV aurait surnommé le rose Pompadour qui vont être livrés. Alors ici, on n'a pas une pièce entièrement rose et on a fait le choix au contraire de multiplier, les couleurs et ces bras de lumière en fait vont aller de pair avec une décoration donc créée pour la cheminée. Alors, je vous ai dit que ces bras de lumière heu, étaient peu nombreux à avoir été réalisés. En fait, on sait qu'il y en a une vingtaine qui sont réalisés entre 1761 et 1768 par Sèvres et sur cette vingtaine, il semble qu'au moins la moitié ait appartenu au roi Louis XV. Quant à Madame de Pompadour, on sait donc qu'elle possédait cette paire-là et puis sans doute cette paire-ci qui provient du Metropolitan Museum et qui était conservée dans le grand cabinet du château de Ménard, château qu'elle a, occupé et aménagé à la fin de sa vie et qui ensuite a été légué à son frère. Alors il y a une autre paire qui est connue que je ne vous montre pas, mais que pour, ceux qui sont en région parisienne, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller voir au musée Nissim de Camondo qui est dans les tons de bleu. Donc quand le musée réouvrira, je l'espère, très bientôt. Alors pour aller avec, ces, bras de lumière extraordinaires, il y avait donc une garniture, donc un ensemble d'objets qu'on va placer sur la cheminée. Tout d'abord, un vase pot pourri, un vase vaisseau pot pourri. Donc, c'est un vase en forme de bateau. Vous reconnaissez ici le mât et puis cet enroulement pour l'étendard royal. Et vous le voyez ici ouvert sans son couvercle. Donc, les odeurs de fleurs vont pouvoir passer à la fois par les sortes de petits hublots que vous voyez tous sur le pourtour, mais également par les ouvertures qui ressemblent un petit peu à des plumes de paon et qui rappellent un peu à la fois les cordages et puis aussi peut-être un petit peu les voiles du navire. Alors, on retrouve le fond rose, cette fois-ci beaucoup plus couvrant, mais avec ces tons de vert et de bleu identiques à ceux, des bras de lumière que nous venons de voir et puis on a un goût, de chinoiserie qui est tout à fait, contemporain de cet esprit de rocaille, avec cette petite scène d'inspiration, chinoise ici dans, le cartouche central. Pour aller avec ce pot pourri là, qui est présenté de manière unique sur la cheminée de Madame de Pompadour, d'autres vases, encore une fois des pots pourris. Ceux-là sont des pots pourris Fontaine qui se trouvent aujourd'hui au Getty Museum et qui sont du même dessinateur
que les bras de lumière, c'est-à-dire Duplessis, qui va être directeur de la manufacture, qui est, un orfèvre sculpteur et qui va donc donner un certain nombre de modèles de dessin pour la manufacture de Sèvres et révolutionner de cette manière-là un petit peu les modèles en vraiment en abordant l'esprit rocaille. Alors là aussi, il y a une partie centrale qui va permettre de placer, le pot pourri et puis on peut rajouter des fleurs ou des œillets des bulbes en fleurs sur les parties latérales et encore une fois, vous retrouvez les mêmes couleurs. Dernière alors là, c'est le revers avec des motifs, de fleurs. Et puis, dernière, série, ici vous avez encore une fois, les pots pourris mais avec des bobèches. Alors ce modèle-là, il a été réalisé pour le château de Ménard, mais on sait que pour cette cheminée de, l'hôtel d'Évreux, il y avait un modèle de ce type qui est aujourd'hui, non localisé. On ne sait pas s'il a disparu ou s'il est dans une collection bien cachée. Je vous en montre son revers. Ouais, quelque chose dans le même esprit, dans la même forme, mais avec des couleurs sans doute beaucoup plus identiques à celles des objets que nous venons de voir et qui étaient vraiment attestés sur cette fameuse cheminée. Avec donc encore une fois une nouvelle forme d'éclairage puisque cette fois-ci on a à la fois le pot pourri, donc les odeurs qui s'exhalent et en même temps les lumières qui permettent d'être un petit peu moins que dans la pénombre, dans, ce magnifique hôtel d'Évreux. Alors, nous avons, terminé de découvrir, cette œuvre et donc je vous laisse avec le retour de bal, hein, puisque au départ nous étions avec la parure pour le bal et donc maintenant nous rentrons du bal et vous voyez que, cette jeune femme qui est dévêtue par sa servante et bien, il lui reste encore une bougie d'allumée. L Cette fois-ci, le bras de lumière est éteint et donc ne se reflète qu'imparfaitement dans le miroir et c'est plutôt le feu de cheminée, qui est là pour à la fois la réchauffer rentrant de sa soirée et en même temps éclairer également cette scène. Voilà, donc ce qui me permet de vous remercier de m'avoir suivi et de vous laisser en compagnie de Florie.